Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de juillet 2023. Bon alors pour le mois de juillet, j'ai encore une assez grosse une grosse pile à vous présenter, pas une palle, puisque en fait j'ai lu toute cette pile là. Donc je vais essayer de faire assez vite, de vous faire une vidéo, voilà, peut-être que je la tournerai en 2 temps, mais je me réjouis de pouvoir vous parler de toutes ces chouettes lectures parce que j'ai pas mal de choses à dire en fait. Je vous avais laissé le mois dernier avec 3 livres à cheval sur juin et juillet. Il y en a déjà 2 que j'ai normalement présentés dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le livre audio Tout recommencer à zéro de Ninon Hammet, lu par Sarah Bourg, que j'ai beaucoup apprécié et je vous laisserai du coup aller voir la vidéo précédente si mon avis vous intéresse. Et je vous avais aussi laissé avec le dernier tome de Une sacrée mamie, donc édition double de Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo. Pareil, j'ai fait mon avis la dernière fois puisque j'ai enchaîné les tomes 3, 4 et 5 pendant le mois de juin. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo précédente si mon avis vous intéresse sur ces tomes-là. Et le livre que je n'avais pas encore terminé quand j'ai fait la vidéo la dernière fois, c'est, on pose ça là, l'anthologie spirituelle de François de Sales, donc des textes choisis et présentés par Max Huot de Longchamp aux éditions Artege Poche dans la collection Classique de la spiritualité. Alors, je connais déjà François de Sales depuis un moment, je vous avais déjà parlé la dernière fois que c'était vraiment un bouquin qui était intéressant, enrichissant. Donc voilà, ce sont des textes choisis parmi toutes les lettres qu'il a écrites, parmi l'introduction à la vie dévote, qui est un ouvrage qui a eu énormément de succès à son époque. Et de fait, c'est réparti en différentes catégories. C'est un petit ouvrage qui est vraiment très agréable à lire. Donc on découvre effectivement comment était François de Sales en tant que directeur spirituel, en tant qu'homme, quelle a été sa vie, tout ça. Et c'est un petit ouvrage qui fait 400 pages, oui quand même 400 pages, mais qui se lit relativement vite et avec des conseils de la part de François de Sales, de Saint François de Sales, qui sont étonnamment modernes et étonnamment d'actualité. Donc je ne peux que vous le conseiller ce petit bouquin. Parce que pour plonger, pour découvrir en fait François de Sales de manière assez complète, c'est vraiment idéal. Et bah, de fait, si certains chapitres vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez directement aller les voir, sachant qu'en plus il y a des passages qui se répètent, on va dire, si on le lit comme moi d'un bout à l'autre, mais que si vous voulez lire et juste piocher certains passages, bah, ça ne vous dérangera pas de retrouver certains textes que vous avez peut-être croisés déjà quelques mois auparavant. Donc c'est vraiment... tout est présenté de manière simple avec des introductions de Max Huot de Longchamp qui permettent vraiment de tout comprendre correctement. C'est top, vraiment c'est top et je trouve ça extraordinaire de pouvoir continuer à découvrir ce saint qui est effectivement d'une grande actualité encore pour maintenant. Bon alors on va faire ça comme ça, au fur et à mesure vous allez voir la pile baisser ici et monter ici. Alors, deuxième ouvrage que je vais vous présenter pour cette fois-ci, c'est le tome 3 de Louis et Aimé, là-haut vers les cimes, de Florence Givlet de l'Espinay et by BM aux éditions MAM. C'est un livre que j'avais reçu grâce à un concours j'avais très envie de le lire parce que je sais qu'en fait Florence Givlet de l'Espinay est connue sur les réseaux comme Extraordinary Mom et elle a un parcours de vie qui m'a beaucoup intéressée et je savais, voilà, j'ai découvert qu'elle a fait une BD, pas une BD, des histoires pour enfants jeunesse à partir de ce qu'elle connaît du handicap et de ce qu'elle vit en famille avec son fils. Et j'aime beaucoup ce que fait ByBM, que je suis aussi sur les réseaux sociaux. Donc j'étais vraiment très curieuse de voir ce que ça allait donner comme album. Et je n'ai pas du tout été déçue. C'est un album qui est remarquablement doux, comme je m'y attendais. Et qui parle en fait effectivement de l'amitié entre deux enfants dont l'un effectivement est atteint d'une maladie, qui passe des séjours à l'hôpital. Mais ça parle surtout de la puissance de cette amitié, au-delà de tous les obstacles qu'on pourrait se représenter dans ce genre de relation et quand un enfant est victime d'une maladie comme ça. Donc je peux que vous le conseiller. Il y a une jolie surprise à la fin et je trouve que c'est idéal pour parler du handicap aux enfants parce que les enfants noteront en fait les détails et au fur et à mesure comprendront certains éléments qui sont peut-être, enfin que nous adultes on comprend tout de suite mais que eux peuvent ne capter qu'après. Donc c'est vraiment très doux et et juste parfait en fait, très simple pour parler de ces choses-là aux enfants sans dramatiser, au contraire, et en mettant en avant la force de l'amitié chez les plus jeunes. Donc
une vraie belle découverte pour ce tome 3 et je pense qu'il va falloir du coup que je me procure les tomes 1 et 2 histoire de compléter correctement la collection. Le mois de juillet, c'est le mois où j'ai commencé à avoir moins de services presse, même si j'en ai quand même reçu et que vous allez en retrouver dans cette pile-là. Donc j'ai commencé à dézinguer ma palle. Et là, effectivement, ma pile à lire est aujourd'hui, 4 août, de 15 ouvrages et on en sera à 14 ce soir puisque je vais finir ma lecture en cours. Bref, j'ai commencé à lire des ouvrages qui attendaient depuis longtemps, comme le tome 9 de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, Lune stellaire, publié chez Lumen. C'est un tome que j'ai encore une fois beaucoup apprécié, même si j'ai trouvé qu'il y avait, je dirais pas des longueurs, mais il y a vraiment un travail sur la psychologie du personnage de Sophie qui est fait. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, ce qui fait qu'on a l'impression de stagner en fait, mais c'est nécessaire pour arriver au point où effectivement tout s'emballe, où tout se déploie comme sur la couverture. J'attendais vraiment de voir cette scène parce que cette couverture est juste magnifique. Et j'ai beaucoup apprécié effectivement le tournant que prend la psychologie encore une fois de Sophie. Je trouve que tout est très bien travaillé. On est à la fois dans le côté adolescence avec quelque chose de très très mature et il y a quelque chose que j'attendais depuis longtemps qui se passe et du coup j'étais toute contente que ça se passe en ayant très peur que ça vrille. Je ne vous dirai pas quoi, mais ceux qui ont déjà lu sauront de quoi je parle. Mais bref, c'est un tome qui est tout en douceur et pourtant qui est très dur, qui est vraiment très très juste au niveau des émotions des personnages et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, on s'enfonce encore plus dans le mystère de Lune stellaire, enfin de Lune stellaire, de la raison d'être en fait de cette série et c'était vraiment très très chouette. Donc j'ai hâte de lire la suite comme d'habitude. Et c'est vraiment une série que je suis très contente d'avoir lue, même si effectivement ce tome-ci avait une saveur de un peu plus de longueur, même si j'ai bien conscience que c'était absolument nécessaire. Le mois de juillet a été aussi l'occasion de faire des relectures, puisque j'ai relu le tome 4 de Bretzel et beurre salé, Loin des yeux, loin du cœur, de Margot et Jean Lemoyle, aux éditions Calman Lévy. Pourquoi je dis relecture? Parce que j'ai eu la très grande chance, et j'en remercie encore les auteurs, d'avoir pu lire en fait ce récit avant sa publication. J'ai fait partie des relecteurs en fait de cette histoire avant qu'il soit envoyé à l'éditeur, et c'est toujours un plaisir de me replonger enfin, dans les histoires de Cativald et de retourner à Locke Maria. Donc j'étais contente de voir en fait la version finale et de voir les micro-changements qu'il y avait eu par rapport à la version que j'avais lue. J'avais un peu oublié ce qui se passait dans l'intrigue, parce que je suis comme ça, je me souviens pas de tout. Même si je me souvenais pas mal de choses. Et encore une fois, je suis admirative de la plume, mais surtout de la manière dont tout est amené, dont tout est imbriqué, la manière dont est menée l'intrigue et dont même les intrigues se croisent, la manière dont la psychologie des personnages là aussi est travaillée. On se croirait vraiment dans un vrai village avec une vraie identité bretonne. Chaque personnage secondaire, même tertiaire, même voilà, tout le monde a une vraie identité, chacun apporte son grain de sel à l'histoire et c'est vraiment extraordinaire. Enfin, il y a une vraie identité dans ce bouquin. Dans cette vie à Locke Maria, donc je peux que vous conseiller parce que voilà, même si on peut ne pas apprécier le personnage principal ou même certains personnages, ils ont tous une évolution et quelque part moi je m'attache quand même beaucoup à eux, donc voilà, c'est très vivant, c'est très bien écrit et c'est très très bien mené. Donc un policier comme on les aime. Moi qui n'en lis pas beaucoup, j'avoue que celui-ci je l'aime beaucoup. J'ai découvert ensuite le tome 1 de la série des 4 aventuriers, Destination New York, de Anne-Sophie Chauvet, avec des illustrations d'Amandine Van Aert aux éditions Emmanuel Jeunesse. Donc, si vous ne le savez pas, en fait, je connais déjà cette série parce que je l'ai commencé au 6e tome que j'avais reçu en service presse. J'ai donc lu les tomes 7 et 8 aussi, mais je n'avais pas du tout découvert le début de la série. Donc, je me suis procuré le tome 1 et j'étais très contente de faire la connaissance, quelque part, de commencer par le début. De l'histoire des enfants Clerval. Et j'ai trouvé ce premier tome extrêmement touchant, il fait vraiment rêver avec les enfants. J'ai trouvé que tout était à la fois un peu chevaleresque, un peu... On est presque un petit peu trop, c'est pour faire rêver les enfants et en même temps il y a une dose de réalisme dedans, tout est accessible quelque part dans le rêve. Donc c'était vraiment très chouette, c'était presque trop court pour l'adulte que je suis, mais... j'ai trouvé ça vraiment attendrissant, vraiment touchant et j'étais juste contente de découvrir et je crois que pour l'instant c'est mon tome préféré dans les 4 que j'ai lus. Mais je suis très heureuse d'avoir pu découvrir le début et je n'ai pas à m'arrêter en si bon chemin.
pour poursuivre avec une relecture et un genre encore totalement différent, parce que oui, il faut vous attendre à ce que dans le mois de juillet, j'ai de nouveau eu des lectures très éclectiques. J'ai relu le tome 1 de Animis, l'élite incomplète de Anne-Sophie Henniker en auto-édition. Là aussi, j'ai été bêta lectrice sur ce projet. J'ai même relu 2 fois le livre avant sa publication. Donc je connais assez bien en fait l'histoire d'Animis maintenant. J'ai eu la chance aussi de pouvoir m'occuper du tome 2. Donc j'espère que la relecture sera sympa aussi. Je dois avouer que Animis est un univers que j'apprécie, je dirais pas assez peu, mais moins que d'autres univers. Tout simplement parce que c'est un univers un peu horrifique et que c'est pas du tout ma came. Mais j'apprécie le travail d'Anne-Sophie, j'ai apprécié de voir l'évolution qu'elle a eue effectivement entre le premier jet et entre cette version terminée. J'ai apprécié de voir le travail surtout qu'elle a fait sur la psychologie des personnages, puisque vous savez que c'est ce qui me tient à cœur. J'ai aimé de voir ce qu'elle avait fait. J'ai apprécié un petit peu moins son style dans ce tome-là, enfin dans cette histoire-là, parce que tout simplement il est beaucoup plus descriptif et que ça me plaît moins. Mais je trouve que c'est une histoire intéressante, originale, ça on peut pas le nier, c'est vraiment original. Et encore une fois, j'ai vu tout le travail qu'elle a fait dessus, la persévérance qu'elle a mis aussi à l'appliquer, donc je suis juste hyper fière d'elle. Notamment parce que c'est mon amie, donc voilà. Et donc voilà, si vous aimez les histoires fantastiques, horrifiques, un peu fantasy, c'est une histoire qui pourra vous plaire. Le suspense est maintenu jusqu'à la fin, et le tome 2, vous n'êtes pas prêts. J'avoue que j'aime bien ce tome 2, j'aime bien ce qui est fait dedans. Le tome 1 est pour moi vraiment introducteur et vraiment descriptif, le tome 2 l'est un petit peu moins, quoique. Chaque tome a une saveur spéciale et voilà, c'était quand même une chouette relecture que j'étais contente de faire, encore une fois pour constater le chemin fait du début jusqu'à cette version finale et bah voilà quoi, juste bravo Anne-Sophie. Retour à des services presse. J'ai lu, comment dire, très brièvement, je ne l'ai même pas noté dans mon carnet de lecture, ces 2 petits fascicules qui sont en fait Je me prépare au sacrement de réconciliation dans la collection Dieu avec nous chez Emmanuel Jeunesse et Mes plus belles prières, pareil dans la même collection et chez la même maison d'édition. Ce petit fascicule regroupe sur je ne sais plus combien de pages, une trentaine de pages, les prières de base, le Je vous salue Marie, mais aussi le Je crois en Dieu, mais aussi le Regina Coeli, la consécration à la Vierge Marie, le Magnificat, voilà, un peu les prières de base pour tout le monde. C'est pour les enfants, mais en fait je pense que tout le monde pourrait s'en servir. Très concrètement, il va être dans le livre dans le sac de messe de ma fille, mais je compte bien m'en servir parce que par exemple le Regina Coeli, je ne le connais pas par cœur. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent secours, tout est présenté très simplement, c'est un petit pense-padette absolument utile à tout le monde qui coûte 4 € et qui, dans le fond du sac, est toujours extrêmement utile. Quant au livret sur la préparation du sacrement de réconciliation, il est très bien pensé, il y a un peu plus de pages, pas quoique non, 30, je pense que c'est plus. Mais en fait, il est prévu en différentes étapes, avec des jeux, des questions-réponses pour que l'enfant puisse vraiment s'approprier sa démarche de réconciliation et qu'il puisse arriver effectivement devant le prêtre en sachant ce qu'il va faire, en ayant vraiment pris en compte les choses. Et ce support permet aussi qu'il puisse discuter avec les adultes de son entourage pour s'approprier vraiment effectivement ce sacrement de réconciliation au fil des années. C'est pour des enfants de 7 à 11 ans et je le trouve vraiment très bien pensé. En plus, il y a des petits jeux dedans pour qu'il y ait un aspect ludique et que vraiment voilà, l'enfant ne se sente pas non plus comme dans un devoir, enfin pas totalement comme à faire un devoir. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. En plus, il y a une histoire aussi sur le curé d'Ars, dont c'est la fête aujourd'hui, qui est plutôt pas mal aussi pour expliquer les choses. Donc voilà, il y a plein de points positifs pour ces 2 petits livrets que je vous conseille très largement parce que je pense qu'ils sont tout sauf inutiles. Toujours aux éditions Emmanuel Jeunesse, j'ai eu l'immense honneur, comme d'autres blogueurs, de recevoir en avant-première les épreuves non corrigées du Royaume perdu d'Erin, donc le tome 1, Le Mercenaire, écrit par Anne-Elisabeth d'Orange. Donc aussi chez Emmanuel Jeunesse, et ça a été une très chouette lecture. Ouais, je savais déjà de par les réseaux sociaux, parce que je suis Anne-Elisabeth d'Orange sur les réseaux sociaux, que voilà, ma curiosité était piquée, parce que l'éditrice Anne-Sophie Chauvet, qui a écrit Les 4 aventuriers,
en parlait en termes dithyrambiques et j'étais vraiment curieuse de savoir ce que ça allait donner. Et en fait, j'ai découvert une histoire vraiment très aboutie, bien plus mature et adulte que ce à quoi je m'attendais, puisqu'on est dans une collection jeunesse et en fait on a un héros qui, dans la majeure partie de l'histoire, a plus de 20 ans. Donc je m'attendais pas à ça et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On a une histoire qui est entre l'historique et la fantasy, un peu à la mode Tolkien, mais pas tout à fait. Et c'était vraiment, vraiment sympa. J'ai aimé la profondeur des personnages, j'ai aimé l'intrigue qui se met en place, cette quête quelque part qui est à la fois très présente et qui veut être oubliée, cette responsabilité qui pèse sur les épaules du héros, les liens qui se tissent, vraiment tout est extrêmement bien pensé. Et j'avoue, j'ai assez hâte de lire le tome 2. Je sais que l'auteur est en train de l'écrire, je sais que c'est pas facile. Donc voilà, ce premier tome était vraiment une excellente découverte que je suis vraiment, vraiment très heureuse d'avoir faite. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est que les paragraphes sont très longs. Et pour vous dire à quel point c'était intéressant, c'est que ça m'a pas freiné dans ma lecture. Habituellement, je lâche le bouquin parce que ça m'énerve. Et les chapitres sont assez longs, je crois qu'il n'y a que 6 ou 16, non 10 chapitres pour plus de 400 pages. Ça fait des chapitres relativement longs, mais je vous assure que l'histoire en vaut la peine, que c'est vraiment hyper intéressant et que, enfin voilà, c'est top quoi. C'est à lire. Je pense que c'est vraiment un bouquin à lire et qu'on ne regrette pas d'avoir lu après pour mille et une raisons. De nouveau un autre genre. J'ai lu En attendant Bojang de Olivier Bourdeau dans le format poche chez Folio. Alors, j'avais entendu beaucoup de bien, comme je pense beaucoup de personnes, sur ce bouquin qui a été, je crois, aussi mis au cinéma. Enfin voilà, j'ai entendu beaucoup d'échos positifs. Il faut savoir que quand j'entends généralement beaucoup d'échos positifs, j'ai tendance à développer mon esprit de contradiction. J'ai essayé de ne pas faire preuve de contradiction dès le départ et de découvrir cette histoire. Cette histoire m'a tout d'abord rendue curieuse. Je ne comprenais pas où l'auteur voulait en venir et puis j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre après quelques pages que voilà, c'était une famille un petit peu atypique et pourquoi elle était atypique. Et en fait, de ce fait, comme j'ai compris, peut-être par mon parcours aussi professionnel, j'ai compris où ça allait mener. J'avais deviné la fin bien avant qu'elle arrive. Je pense qu'à la moitié du bouquin, je savais en fait comment ça allait se terminer. Du coup, j'ai trouvé le récit un peu prévisible, même si il est très très bien narré. La narration est vraiment extraordinaire. On a 2 voix qui s'alternent dans les chapitres et c'est vraiment vraiment très bien pensé, très bien écrit. Ça, on peut pas le retirer, mais effectivement, je regrette ce côté un peu prévisible parce que je savais très bien que ça pouvait pas finir autrement que comme ça. Et voilà, et c'était à la fois attendrissant, touchant, et effectivement j'admire la plume et la manière dont les choses sont présentées, les images qui sont utilisées pour parler de ça, mais cette fin me déçoit quelque part. J'aurais voulu une autre fin parce que je l'avais vu venir. Mais ça reste une histoire encore une fois attendrissante et assez intéressante pour traiter le thème qui est présenté et pour faire une histoire d'amour aussi atypique, vue par un enfant. Retour ensuite à un service presse et un autre genre, puisque je me suis plongée après le contemporain de En attendant Bojang dans de l'historique avec Utrique et Fuglis, Au cœur de la terreur fidèle à jamais de Léonie Touvet aux éditions Salvatore. Donc ça c'est un livre jeunesse, qui est jeunesse mais plutôt, je dirais collège-lycée quand même, puisque ça se passe au cœur de la terreur. On découvre en fait effectivement Louise et Sylvain Gaborio qui vont décider de s'engager en fait dans l'armée catholique royale pour défendre effectivement leurs valeurs, leur foi, dans cette époque où effectivement la terreur sévissait, où les républicains... Enfin voilà, c'était le grand carnage, et en Vendée ça s'est très très mal passé, il y a eu des milliers de morts. Et voilà, on se retrouve en fait au cœur de cette bataille, au cœur de ce combat qui est en fait des Français contre des Français, et comment on fait pour garder en fait la foi, pour se dire mais est-ce que ça vaut encore le coup. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup beaucoup appréciée parce que là aussi la psychologie des personnages est très très bien présentée. On est à la fois dans quelque chose de très très doux, la plume de Léonie Touvet est très très douce, et en même temps elle sait nous montrer avec peu de mots toute la cruauté qu'a pu être cette période, qu'a pu être la terreur et qu'a pu être effectivement cette guerre en Vendée. Je n'y connaissais quasiment rien effectivement,
mais j'ai été saisie par à la fois la précision de tout ce qu'ils ont vécu, je m'y croyais, et en même temps des réflexions qui sont présentées et qui ne peuvent paraître que d'actualité. Quand deux peuples s'affrontent, ça reste des humains contre des humains, et les réflexions qui sont présentées dedans sont extrêmement justes, extrêmement belles. Donc voilà, en plus de ça, il y a un petit côté romantique, une petite histoire d'amour qui se présente qui m'a fait bien chaud au cœur. Qui se finissait comme je l'aurais voulu. Donc je peux juste que vous conseiller de la lire parce qu'elle est hyper instructive comme histoire. Elle finit de manière mignonne. Enfin, on peut pas dire qu'elle finit de manière mignonne, mais pour moi elle finit bien. Elle est très très bien écrite. Pour un premier roman, je trouve ça assez époustouflant d'avoir une plume qui est déjà aussi travaillée. Donc à lire ça aussi. Encore un autre style. J'ai lu Tu quitteras ton père et ta mère de Agnès de France-Durieux aux éditions Première Partie. C'est donc un petit manuel pour prendre son indépendance qui est destiné effectivement à ceux qui terminent le lycée et qui rentrent dans la vie étudiante ou qui décident de quitter le nid familial en fait pour prendre leur indépendance. Alors c'est effectivement un vrai petit manuel, un petit guide avec plusieurs étapes pour faire sa chambre, les courses, manger équilibré, s'occuper de son linge, le ménage, le rangement, le budget, la vie intérieure. Agnès de France-Durieux a vraiment réussi à découper tout ça en fait de manière assez complète, à tel point que parfois même je me disais mais c'est pas possible en fait, on peut pas partir de chez soi en étant à ce point, je dirais pas démuni mais sans avoir ces connaissances là. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement on n'avait pas tous la préparation que j'avais pu avoir moi avec mes parents. Donc c'est vraiment un guide complet qui n'oublie personne. Ça va de pour faire cuire ceci, enfin pour faire tes courses, tu vas dans tel supermarché, enfin tu peux aller dans tel supermarché, évite de mélanger les couleurs dans la machine à laver. Il y a des conseils de toutes sortes qui sont, voilà, c'est un pêle-mêle où chacun peut prendre ce qu'il veut, ce qui lui est nécessaire et qui du coup est bien pensé avec une mise en page que je trouve vraiment très chouette, très aérée, des espaces pour prendre des notes au fur et à mesure. Donc voilà, il y a le très très basique avec des petites astuces qui sont pas mal pour tout le monde. Donc tout le monde, enfin tous ceux qui veulent l'utiliser trouveront, je pense, leur bonheur. Avec le petit plus quand même pour la vie intérieure, puisqu'on n'oublie jamais de nous présenter qu'effectivement c'est un ouvrage chrétien et que il est fortement quand même, on incite quand même les jeunes à ne pas oublier effectivement de soigner leur âme quand ils prennent dans leur indépendance. Donc voilà. Un ouvrage qui est très bien pensé, que je pense je vais donner très vite puisque ça ne me concerne plus du tout et que c'est loin de concerner ma fille. Mais voilà, si vous connaissez des jeunes qui vont bientôt prendre leur indépendance, c'est peut-être un bon ouvrage à leur conseiller et à leur mettre entre les mains pour qu'ils aient moins peur de voler de leurs propres ailes. Autre service presse, j'ai lu Pièces de théâtre de Thérèse de Lisieux aux éditions Emmanuel. Donc c'est une édition où toutes les pièces de théâtre de Thérèse ont été regroupées. Des pièces de théâtre qui sont souvent mentionnées dans les ouvrages que j'ai déjà lus l'année dernière, comme L'Histoire d'une âme, comme Ses dernières paroles, comme Les Lettres. Voilà, quand on a fait un petit peu le tour de l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux, on sait qu'elle a écrit des pièces de théâtre pour le couvent, pour les récréations, notamment pour les fêtes de sa sœur qui était à l'époque mère supérieure. Et j'étais curieuse en fait de découvrir ces pièces de théâtre dont j'avais tant entendu parler. Et je suis loin d'avoir été déçue parce que Hélène Mongin, l'éditrice, a rajouté des commentaires en fait, des préfaces si vous voulez, avant chaque pièce de théâtre qui ont été remarquablement précieux pour comprendre et pour mettre en contexte en fait ces pièces de théâtre que je ne connaissais pas du tout. J'ai appris encore des tas de choses sur Sainte Thérèse et j'étais vraiment contente. J'ai été assez surprise parce que les dernières qu'elle a écrites sont dans un style vraiment différent des premières qu'elle a faites et qui pourtant révèlent une vraie justesse en fait, un vrai réalisme dans les relations, dans la manière de parler, dans les considérations. J'ai vraiment été très très agréablement surprise de découvrir ça en fait de la part de Sainte Thérèse parce que je m'y attendais pas vu que j'avais déjà découvert un certain style notamment dans l'Histoire d'une âme. Là c'est vraiment, on est dans des dialogues, dans des mises en contexte et dans des textes qui ont d'ailleurs soulevé des protestations chez les sœurs. Donc voilà, si vous voulez découvrir Sainte Thérèse de Lisieux sous un autre visage qui complétera celui que vous connaissez pour nous la rendre plus proche, n'hésitez pas parce que ce sont des ouvrages, enfin des pièces très intéressantes qui poussent à la réflexion et qui surtout nous permettent de la découvrir de manière vraiment encore plus proche. Et surtout les dernières, je trouve.
Parlons maintenant d'une déception. Oui, je le dis, c'est une déception. J'ai lu Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, aux éditions Pocket. Ça fait longtemps que je me dis que je dois essayer un livre de Raphaël Giordano, notamment parce que je crois que j'ai flashé sur le dernier qu'elle a écrit et qu'elle a sorti, Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie, quelque chose comme ça. Le titre me plaisait bien, la couverture était jolie aussi. Et j'avais trouvé effectivement celui-ci sur un marché aux puces avec un autre que j'ai déjà revendu. Enfin que j'ai donné même, je ne l'ai pas revendu, je l'ai donné. Parce que celui-ci a été... c'est un grand bazar ce truc. Je me suis dit, voilà, c'est du feel good, mais c'est du feel good expéditif. C'est un petit livre. On suit Camille, 38 ans, 38 ans qui va d'un seul coup changer de vie. Elle est atteinte de routinite aiguë. Et du coup, en fait, elle va avoir quelqu'un, Claude, qui va l'aider à faire le branle-bas de combat dans sa vie, enfin, à tout changer. Et en quelques mois, elle va voir tous ses projets s'accomplir, tout va lui réussir. Et voilà. Donc on est tombé pile dans le cliché de la fille qui d'un seul coup décide de changer de vie, prend son destin en main et tout lui réussit. Ça m'a un peu saoulée. Alors certes, elle rencontre quelques difficultés, notamment des refus de banque quand elle veut se lancer dans son nouveau projet, mais elle finit par y arriver quand même en moins d'un an. Spoiler alert, dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, normalement. Alors, on prend ce qu'on a à apprendre si vous voulez dedans, mais ce que j'ai trouvé assez désagréable aussi, c'est que souvent, en fait, quand elle allait voir son coach, si vous voulez, on a droit à des petits passages surlignés pour qu'on retienne bien les concepts, ce qui fait qu'en fait, on a l'impression d'avoir 1001 recettes pour le bonheur, pour reprendre sa vie en main. C'est assez désagréable, en fait. Encore une fois, tout va extrêmement vite, la fin est prévisible. Enfin, les révélations qui sont faites à la fin sont extrêmement prévisibles. Et voilà, enfin, j'ai juste trouvé que c'était un melting pot de tellement de choses. J'ai pas aimé les conceptions qui étaient présentées dedans parce qu'on a à la fois des choses qui sont tirées de l'hindouisme, du bouddhisme. J'ai absolument rien contre l'hindouisme et le bouddhisme. Mais quand on commence à présenter des choses comme ça, que l'héroïne se fait son petit hôtel, voilà, puis qu'ensuite... on lui parle de citations d'Abbé Pierre et qu'on lui parle d'un tableau de la Vierge à l'enfant et qu'on lui parle de Jésus-Christ. Pour moi, on est un petit peu en train de prendre tout ce qu'on veut en fait de différentes traditions, de différentes religions, de différentes cultures en se disant on n'a qu'à faire un mash-up de tout ça et ça va faire un truc génial. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. En plus de ça, la manière de considérer l'amour aussi, les relations sont voilà, enfin, comme si le mari n'était que la cerise sur le gâteau de son bonheur. Bah non. Je suis désolée, moi c'est pas comme ça que, voilà, que je considère les choses. Donc j'ai eu beaucoup de choses à reprocher à ce bouquin, c'est pour ça que mon avis est aussi long dessus, je vais m'arrêter là. Mais clairement, si ma deuxième vie commence quand je comprends que j'en ai qu'une, si c'est une vie comme ça, j'en veux pas. Après cette déception, je me suis plongée dans un ouvrage que j'étais sûre d'apprécier, je le savais, j'anticipais. J'ai lu le 3e tome du Gypsy Book de Sophie de Meulenheim. Donc Malgré nous, aux éditions MAM. Alors cette fois-ci, donc, si vous avez vu ma vidéo précédente du mois de juin, je vous parlais du Gypsy Book tome 7 qui se passait en fait effectivement en Angleterre avec des frag shows dans les années 1800. Ici, on est au tout début de la Première Guerre mondiale en Alsace, dans un conflit qui va opposer deux cousins qui sont en fait dans deux camps adverses. Puisque dans l'histoire de famille, le père de l'un a décidé de revenir sur le territoire français quand l'Alsace a été déclarée allemande et la sœur, enfin la maman de l'autre cousin a décidé de rester avec sa mère. Donc voilà, ils sont dans deux camps adverses et ils vont devoir s'opposer en fait pendant la guerre. Et voilà, on a le Gypsy Book qui vient faire le lien encore une fois entre les deux, apporter une petite touche de sagesse au milieu de tout ça. C'est un récit qui est encore une fois très très bien mené, qui est extrêmement éprouvant puisqu'on est au cœur des tranchées avec les poilus. On découvre en fait avec eux, avec ces jeunes qui ont une vingtaine d'années, quelle est l'horreur de la guerre, quelles étaient les espérances au début, comment elles ont été déçues, et voilà, enfin... C'est un vrai roman qui nous montre de manière réaliste comment ça s'est passé et qui nous pousse quand même à avoir de l'espoir et voilà, à suivre des personnages qui ont une vraie évolution psychologique aussi. C'était immanquable pour ce genre de bouquin. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai
vraiment regretté la fin par contre. En petit cœur de bisounours, ça s'en remet toujours pas. Je suis pas déçue, mais j'ai trouvé ça tellement dommage que ça ait pris cette direction-là, même si c'est extrêmement réaliste. Bah voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est vraiment un ouvrage, encore une fois, que je peux que vous conseiller parce qu'il est très très bien écrit, parce qu'il est juste, parce qu'il nous montre vraiment ce qu'a été la guerre, sans le romantiser, sans tout ça, en nous montrant toutes les failles qu'il y a pu y avoir, toutes les déceptions chez les poilus, enfin, beaucoup trop de choses que je peux que vous le conseiller parce qu'il est très complet et il vaut le détour, juste largement. Après ça, je vais vous parler d'un livre audio que j'ai lu du coup pendant le mois de juillet, que j'ai manifesté ici par le livre papier, puisque c'est une relecture, mais pas une réécoute. Il s'agit de Raison et Sentiment de Jane Austen, lu par Cachou Kirsch, chez Audible. Et c'est une relecture, si vous voulez, une redécouverte que j'ai beaucoup appréciée. Raison et Sentiment est peut-être on va dire, le roman que j'apprécie le plus après Orgueil et Préjugés de la même auteure. Et du coup, j'ai découvert la narration par Cachou Kirsch qui est juste extraordinaire. Les voix dedans sont, on s'y croirait, on y est vraiment, il y a le timbre, il y a tout. C'est pareil, là j'ai décidé de réécouter Orgueil et Préjugés en version audio et les comédiens qui ont été, enfin la comédienne qui a été prise, je vous mettrai son nom ici, qui a été prise pour faire la voix, elle est extraordinaire, elle arrive à faire le timbre et le phrasé de certains personnages, c'est extraordinaire. Ça me donne envie de baffer certains personnages, mais justement c'est fait exprès pour les rendre antipathiques, c'est extraordinaire. Donc voilà, Raison et Sentiment, c'est un bouquin que je trouve très très sympa, qui a pas mal de rebondissements et qui fait la part belle effectivement à la fois à la raison et au sentiment, qui est toute la complexité de l'époque. J'aime beaucoup, donc je peux que vous conseiller, et cette version audio est vraiment top, donc voilà, et c'est pareil pour Orgueil et Préjugés, dont je ne vous reparlerai pas du coup d'ici la fin de la vidéo, puisque je suis toujours en train de l'écouter. Parlons maintenant d'un petit ouvrage jeunesse que j'ai beaucoup apprécié, je crois même qu'on peut dire que c'est un coup de cœur tellement il est beau. J'ai lu Le Jardin des Merveilles d'après Sainte-Hildegarde de Gênes, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, je ne sais jamais. Écrit par Judith Boyoc et illustré par Sarah Ugolotti. Il est beau ce livre, il est beau. En fait, c'est une histoire vraiment toute petite et très simple, mais très douce, tellement bien écrite pour découvrir effectivement la spiritualité en fait de Sainte-Hildegarde. Et les dessins, je vais essayer de vous montrer. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai fondu, j'ai trouvé que le tout était d'une douceur, oh là là, j'aurais voulu rester entre les pages de cet album, de ce mini-roman qui éveille la spiritualité des enfants de manière assez incomparable et qui même en fait nous adultes nous permet de nous approprier des choses qui peuvent nous paraître assez inaccessibles en temps normal. Donc c'est un petit ouvrage qu'on peut lire à nos enfants et que nous adultes on peut lire et relire plusieurs fois pour s'en nourrir, et c'est vraiment vraiment extraordinaire. C'est un petit coup de cœur. Je vous parle le mois prochain du Château intérieur, qui est juste là, que j'ai lu en début de mois, qui est cette fois-ci illustré par Éric Puybarret et qui est aussi une pépite. Un petit coup de cœur, une pépite. Il faut les lire, ces ouvrages, et il faut les avoir dans sa bibliothèque. Je pense que c'est un must-have, vraiment. Avant-dernier bouquin de cette vidéo, dernière lecture entière du mois de juillet. J'ai lu Je me déploierai dans ta faiblesse de Anne-Claire Cassan, je ne sais pas, aux éditions Artege. Donc c'est effectivement, comme c'est marqué ici, le témoignage d'une mère de famille confrontée à la maladie de Charcot-Marie Tousse. C'est un très beau témoignage, là aussi présenté avec beaucoup de douceur, beaucoup de simplicité, et en même temps quelque chose d'assez, je dirais pas d'assez franc, mais d'impitoyable, mais en fait Anne-Claire Cassan, c'est vraiment mettre les mots en fait sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle a ressenti sans complaisance. Donc c'est précieux parce qu'en fait elle nous parle de ce qu'elle vit et de ce qu'elle a vécu en se regardant vraiment, pour nous permettre en fait de nous identifier aussi à son témoignage et à ce qu'elle vit, et ainsi mieux nous tourner vers le Seigneur. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette parce qu'elle fait montre d'une vraie humilité qui nous ramène à Dieu, et elle nous parle de son parcours de foi, de ses espérances, de ses failles et de ses chutes aussi. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est
qui est beau et qui mérite d'être lu. Je pense qu'on peut tous piocher quelque chose dans son ouvrage, dans ses chapitres, pour apprendre à vivre plus doucement, à vivre plus intensément l'instant présent, quelle que soit notre situation. Vraiment, c'est un super livre qui mérite qu'on s'arrête dessus, parce qu'il a beaucoup à nous enseigner, avec beaucoup d'humilité. Et juste avant, je vous ai dit une bêtise, il restait un ouvrage que je n'avais pas mis ici, que j'ai lu en entier avant la fin du mois. Il s'agit de la BD Caroline Aigle, première femme pilote de chasse en escadron de combat, par Vivier et Rizzato, aux éditions Plein Vent. Alors je ne connaissais pas du tout Caroline Aigle, c'est pas une personnalité que j'ai retenue étant plus jeune, mais son parcours de vie m'a vraiment intéressée. Les dessins en plus sont vraiment top dedans. J'étais vraiment happée dès les premières pages, je l'ai lu d'une traite. C'est vraiment hyper prenant. Ça m'a questionnée aussi sur pas mal de choses, sur sa manière de considérer la vie. Et voilà, j'ai envie de me renseigner en fait un peu plus sur ce qu'elle a vécu. Et ce qui m'a surtout beaucoup touchée, ce sont les dernières planches où elle a fait effectivement un choix assez héroïque avant de mourir, puisqu'elle est morte jeune, en laissant 2 enfants avec son mari. Et voilà, cette femme a accompli pas mal de choses. Comment dire, elle était déterminée et elle n'a rien laissé lui barrer le passage pour devenir première femme pilote de chasse. En se disant que voilà, qu'on soit femme ou homme, elle voulait aller jusqu'au bout. Le fait qu'elle soit une femme n'était pas une excuse. Elle voulait en montrer aux autres et je trouve ça assez chouette parce qu'elle restait quand même très humble. Elle n'a jamais tiré aucun orgueil, en tout cas de ce qui est présenté, de justement ses victoires, mais voilà, elle est un exemple, elle reste un exemple pour les femmes qui veulent tracer leur voie dans des milieux d'hommes. Et c'est assez fou quand même, c'est assez fou. Je pense que ça peut que nous faire réfléchir effectivement aux engagements qu'on prend, aux combats qu'on mène et aux aspirations qu'on a et jusqu'où on va en fait, jusqu'où on va et jusqu'où on ose aussi rêver quoi. Et vraiment, c'est une BD inspirante qui est très belle, j'ai beaucoup aimé, vraiment les dessins sont vraiment chouettes et elle fait réfléchir quoi. Et enfin, dernier ouvrage qui était à cheval entre juillet et août, que j'ai terminé le 2 août je crois. Donc je vais essayer de vous en faire un avis assez complet ici avant de vous en faire un post sur les réseaux sociaux. Je ne sais actuellement pas quand est-ce que j'aurai le temps de monter cette vidéo, mais c'est pas grave, elle sera tournée. J'ai lu Une vie bouleversée, suivie de Lettres de Westerbork de Etty Hillesum, aux éditions Point. Donc c'est le journal de Etty Hillesum dont j'ai déjà entendu parler dans plusieurs podcasts. Donc ça fait plusieurs fois en fait que j'entends parler de ce journal. Donc c'est une jeune femme en fait, Etty Hillesum, qui a 27 ans, une jeune femme juive qui de 1941 à 1943 va écrire son journal. C'est un journal qui n'est pas comme celui d'Anne Frank où elle nous parle effectivement des conditions de captivité. C'est vraiment un journal sur sa vie intérieure. Il n'en est pas moins intéressant, même si je l'ai trouvé difficile à lire, parce que je trouve ça toujours un peu difficile en fait de se plonger dans la vie de quelqu'un et dans les pensées intimes de quelqu'un. Surtout que Etty avait une vie assez particulière. Elle n'avait pas la foi, elle a fini par trouver la foi, mais de manière assez spéciale, puisqu'elle n'avait pas vraiment de... Je dirais pas de carcan, mais elle n'avait pas de cadre comme on pourrait avoir chez un catholique, chez un juif, tout ça. En fait, elle a découvert une notion de Dieu qui lui était vraiment propre et qui est quand même assez intéressante parce qu'elle arrive effectivement à se retenir de toute haine dans le contexte qu'elle vit. Elle va finalement être envoyée au camp de Westerbork où là, on va avoir droit à ses lettres qui sont assez difficiles à lire aussi parce que elle nous décrit là par contre ce qu'elle vit dans le camp et qui est vraiment difficile et finalement elle sera déportée en fait avec ses parents et son frère, je ne sais plus où, à Auschwitz. Et elle mourra le 30 novembre de 1943. Donc c'est un livre qui est intéressant à lire. J'ai trouvé intéressant de voir son évolution par rapport à sa foi et c'était pour ça en fait au départ que je voulais le lire, mais je suis restée souvent perplexe parce que je comprenais pas en fait sa manière de... Je pense que ça manquait peut-être un petit peu de contextualisation. C'est le problème d'un journal, en fait on peut pas avoir tous les éléments, ce qui se passait avant, c'était un petit peu compliqué et enfin voilà, je trouvais que des fois j'avais l'impression d'être un peu noyeuse à lire tout ça.
c'était lourd aussi, mais en même temps, on est voilà, elle se confie à son journal, on a droit à tout ce qu'elle pense, ses revirements dans la même journée, et on se dit, mais en fait, on est un peu tous pareils, quoi. On change 15 fois d'idée, on ne sait pas quoi penser, et en même temps, son évolution, effectivement, est plutôt intéressante sur sa manière de considérer Dieu et sa présence, et elle est très intransigeante envers elle-même. Elle n'a aucune pitié envers elle-même, et ça, du coup, c'est... Enfin, voilà, je pense qu'on pourrait faire 1000 analyses sur son journal, mais c'était une lecture intéressante que je suis pourtant assez contente d'avoir terminée parce que c'était, mine de rien, assez éprouvant. Et voilà, ce sera tout pour ce nouveau bilan qui était encore une fois bien assez long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des ouvrages que vous connaissez parmi la pile que je vous ai présentés. S'il y en a certains qui vous intéressent, si vous les avez déjà lus, si au contraire, à mon avis, vous rebutent. Voilà, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. C'est toujours avec plaisir que j'essaye de répondre à vos commentaires. Vous me verrez effectivement comme d'habitude passer souvent dans les shorts si vous êtes abonné à la chaîne. Merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont abonnés récemment. On a de nouveau atteint les 3100 abonnés, je pensais pas ça possible il y a quelques mois. Donc merci. Et je vous remercie pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, qui restent et qui me soutiennent. Et je vous souhaite à tous un excellent mois d'août et d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.